Bonjour à tous. Je m'appelle Lorenza Trilly, j'ai 20 ans, je suis étudiante en ingénierie spatiale et j'ai constamment la tête dans les étoiles. Je rêve de devenir une astronaute, je rêve de monter sur scène tous les jours, de sortir mon album de musique, d'être une chanteuse connue, de faire un vol en zéro gravité, de développer un rover, de monter ma propre entreprise. Bref, j'ai beaucoup trop de projets en tête pour une seule vie. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai qu'une envie, c'est de connaître ses rêves les plus fous et ses passions les plus improbables. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée de génie ? Ou du moins quelque chose que vous pensiez être une idée de génie. Un moment où une pensée s'est immiscée dans votre esprit et où vous vous êtes mis à imaginer tout un futur autour. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois. Que vous cherchiez consciemment à innover ou pas, presque tout le monde crée au quotidien dans ses pensées. Des produits révolutionnaires de science-fiction ou des romans dignes d'une histoire romantique. Toute création a du potentiel à être développée, exploitée et produite. Pourtant, parmi tous ces rêveurs, peu d'entre eux poussent leur créativité assez loin pour passer du stade de l'idée à celui d'un réel projet signé. Alors, qu'est-ce qui nous retient ? Pour moi, c'est simple et ça tient en 2 mots. Les risques. Quels sont les premiers risques qui vous viennent en tête quand vous pensez au développement d'un produit ? Pour moi, c'est le risque financier. Est-ce que mon produit est viable sur le marché ? Est-ce que je peux le subventionner moi-même ? Est-ce que j'ai besoin d'actionnaires ? Derrière, je vais tout de suite penser au risque de l'impact social. C'est-à-dire, est-ce que mon projet peut apporter quelque chose à la société ? Est-ce qu'au contraire, il peut être nuisible, nocif ou dangereux pour le consommateur ? Ou est-ce qu'il peut être boycotté ou faire polémique ? Difficile de mesurer tout ça quand on n'est pas banquier et responsable marketing à la fois. Pourtant, toutes ces questions sont légitimes et se recentrent autour d'une seule réelle problématique, la survie et le bien-être du produit. Avant le début de cette année scolaire, jamais je ne m'étais préoccupée d'une chose qui pourtant est fondamentale, la survie et le bien-être, non pas de l'innovation, mais de l'innovateur. Je n'y voyais même pas de problème tant que je ne craquais pas. Pour moi, le sacrifice était une notion inhérente au concept même d'innovation. Peu de gens considèrent l'énergie psychologique comme une ressource à part entière, comme le temps ou l'argent. Ils n'y voient même pas de problème, tant que tout fonctionne. Cela devient donc difficile de mesurer les risques du manque de cette ressource. Cette énergie peut être utilisée comme une énergie renouvelable, mais si l'on la sèche, elle se transformera en énergie fossile. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on analyse ensemble les risques du manque de cette ressource et comment cette ressource peut impacter l'innovation. Alors pour cela, imaginez que là, maintenant, tout de suite, vous vous lancez dans un projet. Alors la thématique de notre TEDx aujourd'hui, c'est sauter le pas. On a en tête que sauter le pas, c'est ultra simple dit comme ça. Tu mets une jambe devant l'autre et hop, c'est bon, t'as sauté le pas. Mais concrètement, il y a 2 aspects au fait de sauter le pas. Il y a d'un côté le fait de prendre la décision sur le long terme et de l'autre, la mettre en place au quotidien. Alors, quand vous avez la possibilité, par exemple, de vous inscrire pour faire un TEDx, vous avez 2 possibilités différentes. Soit vous pouvez vous dire « Ah, j'ai toujours rêvé de faire un TEDx, mais je ne sais pas si j'ai le temps de le faire, je ne sais pas si mon idée elle colle à la thématique, je ne sais pas de quoi parler, peut-être une autre fois. » Soit vous pouvez vous dire « Ok, j'ai une petite idée, je ne suis pas sûre de là où je vais pour l'instant, mais j'ai vraiment envie de me lancer. Allez, j'y vais et j'arrive, et on verra bien si j'arrive à écrire un texte qui me plaît. » Vous vous doutez bien quelle était ma réaction. Ce qui est difficile pour les rêveurs comme moi, c'est de sauter des petits pas. Des petits pas qui, additionnés les uns aux autres, deviennent le grand saut. Alors, une fois qu'on a sauté le grand pas, on va commencer par faire pas mal de planification. Par exemple, je peux me dire, alors lundi, je finis de travailler à 19h, et du coup, il faut que je commence mon dissertation à 19h30, pour que derrière, mercredi, entre midi et 2, je fasse la planification de mon budget, et... Vous voyez où est le problème ? Ou plutôt les problèmes, en l'occurrence. Rien que la phrase, déjà, est beaucoup trop longue. Mes premiers vrais problèmes.
en me disant que je vais commencer une tâche à une certaine heure sans me donner d'heure de fin, je ne vais probablement jamais m'arrêter. Et je ne vous apprends probablement rien, mais c'est sûrement le meilleur moyen de ne jamais s'y mettre. Si je ne me mets pas de fin à une tâche définie, je vais juste voir devant moi une énorme montagne que je ne voudrais jamais escalader. En mettant un temps de fin, certes un peu arbitraire, je vais augmenter ma motivation et drastiquement diminuer mon envie de m'adonner à des pratiques bien plus stimulantes sur le court terme. Ou dit plus simplement, j'aurai moins la flemme. Maintenant, deuxième erreur dans mon plan d'action. Ne pas se fixer des marges raisonnables. C'est-à-dire qu'en me disant qu'il faut impérativement que je finisse mon business plan dans la soirée, en fait, ce n'est pas du tout faisable. Donc, il faut toujours se fixer une marge. Il faut se fixer ces deadlines de manière raisonnable. Maintenant, quelle était la troisième erreur dans mon plan d'action ? La possibilité de me perdre dans les détails. Parce que, vous l'avez déjà sûrement remarqué, mais presque tout le monde qui se lance dans un projet qui leur tient à cœur deviennent perfectionnistes. Parce que le projet nous tient tellement à cœur et est tellement important à nos yeux qu'on va juste vouloir que tout se passe parfaitement de la manière dont on l'a envisagé. Mais parfois, les détails qui, sur le moment, paraissent d'une importance énorme, ne sont pas si nécessaires. Vous ne me croyez pas ? Ok, on va faire un test. Qui dans cette salle a remarqué que la troisième boîte de mon texte n'était pas parfaitement alignée avec le reste ? Moi et, peut-être une ou deux personnes, mais c'est un peu tout. Parce que perdre du temps sur la mise en forme, c'est peut-être ma spécialité. Je sais que dans ces moments-là, ce que je fais, c'est excessif, que je passe des heures dessus. Mais pourtant, j'arrive pas à m'arrêter. Parce que je me dis que tout le monde verra ces détails. Alors, quand je sais que si je commence à faire du design et que si je me lance, je ne vais jamais m'arrêter, qu'est-ce que je fais ? Je me lance pas. Je le délègue tout simplement à quelqu'un d'autre qui va me le faire en 1 heure, grand max. Parce que je sais que je ne suis pas en école de design, je suis en école d'ingénieur. Donc, je sais que ce qui compte dans un rapport d'ingénieur, c'est le raisonnement qu'il y a derrière. Jamais un actionnaire va venir me voir et me dire « Oui, non, désolé, on aime beaucoup votre projet, mais les couleurs de votre logo, elles n'étaient pas très harmonieuses entre elles. On ne va pas vous donner les fonds. Allez, au revoir. » Bon, maintenant, petite histoire à part. Quelle était la plus grave erreur de mon plan d'action ? Vous vous souvenez tous de mon plan d'action, bien sûr. Je répète. Je vais faire l'analyse du budget mercredi entre midi et 2. Ok. Très bien, Lorenza. Tu feras ça entre midi et 2. Pas de souci. Mais tu manges quand, en fait ? Devant ton ordi ? Pendant que tu montes ton projet ? Alors bon, exceptionnellement, une fois, de temps en temps, ok, pourquoi pas. Mais pas si c'est pas nécessaire. Et encore moins si c'est pas urgent. Une chose qu'on oublie tellement rapidement, mais il faut toujours se fixer des limites et des routines. Dites-vous que tous les jours, vous ne travaillez pas avant une certaine heure, vous ne travaillez pas après une certaine heure, et vous ne travaillez surtout pas pendant les repas. C'est primordial pour tout le monde d'avoir un moment dans chaque journée où l'on peut reprendre de l'énergie et planifier les jours à venir. Votre santé psychologique est la pierre fondatrice de votre audace et de votre enthousiasme. Si vous la sacrifiez, tout s'effondrera et vous ne reconstruirez rien de solide par-dessus. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais épuisé tellement d'énergie que j'avais du mal à faire face à un nouveau jour et aux responsabilités que ça engendrait. Parce que je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais mon cerveau était juste un ouragan d'idées de pensées. Je travaillais des semaines sans m'arrêter, de jour comme de nuit, et j'étais jamais épuisée. J'avais tellement de projets en tête. J'étais constamment frustrée de travailler tout le temps, mais j'étais tellement heureuse de faire des choses qui me passionnaient. Je dirigeais l'association spatiale et l'association de communication de mon école, je dirigeais un programme international de rovers, j'avais candidaté pour un programme d'étudiants astronautes, je faisais du dessin, de la musique, du théâtre, et j'avais un semestre à valider aussi. Détail assez important quand même. Bref, une fois cet ouragan de créativité, de pensée et d'idées passées, je me suis retrouvée seule, face à l'inondation que j'ai moi-même engendrée.
Et dans ces moments-là, quand je voyais tout le monde avancer, alors que j'avais l'impression de couler, je me suis dit que j'étais peut-être psychologiquement plus faible qu'eux. Et c'est probablement vrai. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Oui, je suis combative, je suis acharnée, je suis motivée. Mais je sais que j'ai une faiblesse, ma quantité d'énergie psychologique disponible, qui fait que lorsque la charge de travail et la pression augmentent de trop, je peux craquer. Sauf que cette faiblesse est à la base de ma plus grande qualité, ma créativité. Je ressens les choses, les tensions, les mots qu'on me dit, et des fois ça peut me blesser, mais c'est ce qui fait de moi qui je suis. C'est ce qui peut me permettre d'être à la fois ingénieur et artiste, de créer des concepts mécaniques futuristes, tout comme de pouvoir ressentir la musique qui est en moi. C'est ce qui me rend à la fois curieuse et inventive. Alors, même si pour moi, et peut-être pour d'autres, il peut être simple de tomber dans ce type de burn-out sans s'en rendre compte. Tout cela est complètement évitable à partir du moment où vous avez conscience des risques. Il n'y a pas de fatalité. Il faut juste être attentif pour que jamais cette flamme qui est en vous ne s'éteigne. Aujourd'hui, je suis là pour vous transmettre des outils pour couvrir la flamme qui est en vous. Alors, pour résumer, voici les conseils clés qui m'ont permis d'avancer dans cette période de crise. Premier conseil, avant de vous lancer dans la planification de quoi que ce soit, définissez des objectifs avec des temps réalistes. Deuxième conseil, fixez-vous une marge de temps de 10 à 20%. Ça peut paraître évident, mais ça vous est déjà arrivé de passer toute une journée à travailler sur quelque chose qui devait vous prendre qu'une heure ? Mettez-vous un timer à chaque fois que vous démarrez quelque chose. Troisième conseil, ne vous perdez pas dans les détails. Certes, il faut toujours adresser un certain nombre de détails dans n'importe quel projet, car chacun d'entre eux peut lui donner vie. Mais il faut savoir différencier une goutte d'eau d'un océan pour ne pas vous noyer dans les détails. Quatrième conseil, fixez-vous des limites. Définissez-vous des règles pour vous reposer s'il le faut. Je sais que ça peut paraître complètement contre-intuitif dit comme ça, mais c'est fondamental. Si vous ne le faites pas pour votre propre bien, faites-le pour le bien de votre innovation. Trépasser vos limites ne vous aidera pas à concrétiser vos projets. Cinquième conseil, derrière chaque faiblesse se trouve une force tout aussi grande. Il ne tient qu'à vous d'utiliser cette dualité à votre avantage. Sixième et dernier conseil, faites comprendre aux personnes avec lesquelles vous travaillez que votre santé psychologique est primordiale et intrinsèque à vos réussites communes. Je vais m'étendre un petit peu là-dessus. Dites-vous que, qui que vous soyez, où que vous soyez sur l'échelle sociale, si vous avez déjà fait un burn-out comme moi, c'est que vous avez le pouvoir d'entreprendre. Parce que vous avez cette force et cette passion. Vous vous êtes déjà sacrifié pour quelque chose. Pour les entreprises que vous dirigez, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, les études, les écoles dans lesquelles vous travaillez. Et si vous vous êtes déjà sacrifié pour eux, c'est que vous avez ce pouvoir d'entreprendre et le pouvoir de faire changer les choses. Par exemple, j'essaye de faire comprendre cette idée d'énergie psychologique à l'administration de mon école. Je ne suis qu'étudiante. Pourtant, je suis arrivée devant eux avec un form rempli par 850 élèves détaillés sur leur énergie et leur santé psychologique. J'ai été soutenue par différents corps étudiants et ensemble, on a pu contribuer au changement de notre école. Alors négociez. Négociez avec vos employés, vos employeurs, avec vos collègues de travail, des accommodations, des congés, du matériel, n'importe quoi qui puisse aider votre condition de travail. Maintenant, osez. Osez avancer, osez innover et osez entreprendre. Merci.